C'est avec beaucoup d'émotion que nous vous accueillons au mémorial Votre Altesse royale. Nous vous remercions de votre présence dans un moment dramatique, de douleur insupportable. C'est une bénédiction de pouvoir se remémorer des moments heureux où des hommes ont montré compassion et courage. Plus de 7000 Juifs, grâce à votre peuple et à votre grand-père et votre arrière-grand-père, ont pu être arrachés à une mort certaine. Les Juifs ont une mémoire longue et nous fêtons des événements heureux avec fidélité, et certains depuis plus de 2000 ans. Nous nous rappellerons longtemps et régulièrement de ce sauvetage unique et courageux. J'exprime à vous-même, à votre famille et au peuple danois une très grande reconnaissance. Le mémorial aujourd'hui, outre son activité mémorielle et de recherche, s'est tourné vers un rôle éducatif et de formation des professeurs. Nous accueillons au mémorial et dans les établissements et dans leur établissement près de 100 000 jeunes. Nous les éduquons et nous utilisons l'existence au mémorial de 2 murs de mémoire. Le mur des déportés, mais aussi le mur des justes. D'un point de vue pédagogique, c'est une chose formidable, car cela permet de montrer aux jeunes qu'il y avait une façon de résister. Nous leur enseignons la tolérance en utilisant l'histoire des génocides. Et non seulement la Shoah, mais aussi le génocide arménien et rwandais. Nous leur enseignons et nous essayons de leur faire comprendre ce qu'est la tolérance et ce à quoi mène l'intolérance. Les exemples de courage et de refus de soumission sont pour l'éducation un soutien indispensable. Je vais passer la parole à Madame la ministre des Cultes. Your Royal Highness, Excellencies, ladies and gentlemen, it is a great honor and joy for me on behalf of the Shoah Memorial Center to welcome your Royal Highness Crown Prince Frederik of Denmark. Prinsen Frederik du Danmark. I would also like to extend my sincere thanks to you, Mr. Jacques Fretsch, and Director of the Shoah Memorial, and Mr. Rothschild, President of Memorial de la Shoah, for this joint project to commemorate a very special event that took place 80 years ago in Denmark. In these great times of concern in the Middle East and terror against Israelis, we will commemorate the October days of 1943 as a unique action of solidarity. The brave rescue of the Danish Jews became a light during otherwise dark times. This weekend, we have also celebrated the 100 years anniversary of the Danish Church community in Paris.
The church in Denmark played an important role in protecting and hiding the Danish Jews before their escape and rescue to Sweden. In September 1943, Danish bishops sent a letter through the Danish ministries addressed to the leading German authorities, manifesting that wherever there are persecutions of Jews, it is the Christian Church's responsibility to protest against it. This October, across the world, we remember what happened on the sea in local fishermen's boats 80 years ago. We have seen events in Berlin, New York, London, and of course in Copenhagen, where the Royal Theatre hosted a very special evening in commemoration of the dramatic October Days. Here both Her Majesty Queen Margrethe and our Prime Minister Mrs. Mette Frederiksen were present. I think that many Danes, even today, think about what happened when they are standing on the coast, looking towards Sweden, seeing the lights. Somehow, these events have put a forever mark on the coastal line, as if it reminds us never to forget about what happened in 1943. Today, we will focus on this historical event in the light of the future, and how this could serve as a bearing mark for generations to come. This animated short film, Voices in the Void, will be screened. This film tells us the story of the former chief rabbi of Denmark, Bent Melchior, and his family's escape to Sweden in October 1943. The film, that I find very moving, is narrated by Bent Melchior himself and illuminates the profound contrast inherent in human nature by balancing stark images of deportation and extermination camps with a narrative emphasizing the human capacity for solidarity, compassion, and civic courage, even under the most harrowing circumstances. The Danish people chose to act. This is something to aim for even today, and this we will celebrate tonight. The choice of action. 80 years, a long time ago, but not that long. Voices in the Void both tell us and updates the story and invites the public to debate the values of the society that should help prevent history from repeating itself. Le Danemark. Je savais que c'était le pays où les gens étaient le plus heureux. Je ne savais pas pourquoi, pas encore, mais ça m'intéressait. Mais je savais surtout que le Danemark, c'était peut-être l'un des seuls pays à avoir reçu, en tant que nation, le titre de juste parmi les nations. Et pour moi, la réponse était évidente. Il fallait que j'aille voir de plus près. Pendant les 5 années que j'ai passées chez vous, où il y a eu des moments très forts et des moments plus difficiles que nous avons partagés, j'ai observé à la fois cette société fascinante et quand vous observez un pays, c'est aussi votre propre pays, votre propre nation qui se réverbère. Vous voyez ce que vous êtes et vous comprenez aussi dans le regard des autres et vous voyez aussi ce que nous ne sommes pas. Et ces valeurs d'empathie, de compassion qui ont été évoquées dans le film à l'instant, j'ai vite compris qu'elles étaient au cœur de
des valeurs qui portent ce pays et qu'elles étaient même au cœur de l'enseignement. Au Danemark, on n'apprend pas simplement aux jeunes à lire, écrire, compter, connaître l'histoire, ce qui fait partie des objectifs pédagogiques que l'on trouve dans tous les pays. Oui, bien sûr, ça fait partie des objectifs pédagogiques à 6 ans, à 9 ans, à 12 ans. Mais parmi ces objectifs pédagogiques, il y a aussi l'empathie, la bienveillance et le courage. Les parallèles historiques sont toujours risqués. Mais vous l'avez souligné, comment ne pas être sensible au fait que cet événement intervient à un moment si bouleversant pour tous ceux qui ont cru à ces 3 mots, plus jamais ça. Et au fond, cette maison, elle a été construite autour de ce message simple. Plus jamais ça. Comment faire pour que cela ne se reproduise pas? Essayer de comprendre les mécanismes qui ont conduit à cette tragédie en pensant que ce serait, et en espérant que ce serait la dernière et que les leçons du passé serviraient au présent et au futur. Eh bien, nous avons pu découvrir il y a quelques jours, quelques semaines, que ça pouvait se reproduire encore. Parce que ce qui s'est produit, effectivement, il y a le 7 octobre, c'est au-delà même du terrorisme, c'est une pulsion génocidaire qui s'est exprimée et qui a tué des hommes et des femmes et des enfants dans des conditions d'une très grande cruauté. Au Danemark, ces gens, ces familles ont été persécutées comme partout, comme ici, comme nous avons pu le voir tout à l'heure sur le mur de cette école, parce qu'ils étaient juifs. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'ils n'ont pas été sauvés parce qu'ils étaient juifs. Ils ont été sauvés parce qu'ils étaient des hommes, des femmes et des enfants, tout simplement. Et que les Danois les voyaient pour ce qu'ils étaient d'abord, c'est-à-dire des êtres humains. Et la blessure que nous éprouvons, que beaucoup d'entre nous éprouvent depuis quelques semaines, n'est pas simplement l'indignation, la colère, la révolte, l'horreur créée par ce qui s'est passé, mais c'est aussi la relative indifférence de ceux qui ont eu tant de mal, n'ont pas trouvé le moyen de nommer les choses, d'appeler un civil, un enfant, une victime. Toutes ces voix qui se sont tues. Ça en dit long sur, là encore, ce que nous pourrions être et que nous ne sommes pas. Voilà, quelques mots d'introduction. Et pour vous dire une fois encore combien je suis malgré tout heureux de pouvoir concrétiser cette idée que nous avions souvent évoquée, monsieur l'ambassadeur, cher Michael, de souligner tout ce qui nous relie, tout ce qui nous différencie aussi, tout ce qui nous différencie dans l'histoire, mais tout ce qui nous relie dans le présent. Et comment ne pas dire que j'en ai été le témoin, si nous avons été frappés par les mêmes ennemis, c'est aussi parce que nous partageons les mêmes valeurs. Et peu de gens savent, dans la communauté juive française, qui est la plus importante d'Europe et l'une des plus importantes du monde, le rôle joué par les Juifs danois, par les Danois pendant le sauvetage des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Mais peu de gens savent aussi que face à la terreur islamiste, le Danemark était et demeure l'allié de la France, et
que longtemps nos soldats ont volé dans des avions danois au Mali, que nous sommes encore ensemble dans les coalitions contre l'État islamique, comme vous avez été l'un des pays qui a payé le plus lourd tribut en Afghanistan, par exemple. Donc le Danemark, c'est aussi un pays qui sait transformer les mots en actes, et c'est pour ça que je l'admire. Je suis heureux d'avoir à mes côtés, pardonnez-moi cette... Voilà, c'est quelques mots que je voulais partager avec vous, mais maintenant nous allons faire un peu d'histoire, et je suis heureux d'avoir avec moi alors, le représentant du Danish Museum, parce qu'il y a l'équivalent, ou en tout cas un musée très intéressant au Danemark, qui est logé près de la Bibliothèque royale, n'est-ce pas, oui, que j'ai eu le privilège de visiter, et qui nous donnera aussi sa perspective et qui répondra peut-être aux questions que vous voulez bien vous poser. Mais peut-être, puisqu'il faut partir des faits, surtout à un moment où les faits ne comptent plus, les faits sont souvent effacés, et vous demander à cher Bo Lidegaard de réagir à ce film et peut-être nous dire ce que vous qui êtes, alors je le précise, je vous présente, un grand intellectuel danois, une personnalité respectée, qui a dirigé l'un des plus grands quotidiens danois, qui a été diplomate et qui est toujours extrêmement actif dans la vie professionnelle et dans le monde des idées au Danemark et dans le débat d'idées danois, qui est une voix écoutée dans cette société et qui avait notamment publié un livre qui s'appelle Countrymen sur l'histoire du sauvetage des Juifs par le peuple danois. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce film que nous venons de voir et quels sont les commentaires qu'il appelle? Et je précise que vous parlez très bien français. Oui, mais je crois que... Merci beaucoup, François. Merci pour être invité à vous adresser ce jour. Mais je vais, je crois, parler en anglais parce que je vais essayer de vous faire partie de notre histoire très unique, pas seulement dans 1943, mais aussi les 10 ans précédents, parce que la question que j'aimerais répondre, c'est pourquoi. C'était quoi qui faisait la différence? C'est cette question que je vais essayer de répondre. So, to take you back into the origin of the state of mind of the Danish population in October 43, en octobre 1943, il nous faut commencer au moins 10 ans auparavant, peut-être même plus. Ce qui s'est passé à ce moment-là, en 1933, a été donc une reconnaissance profonde chez les Danois, dans l'élite culturelle, de ce qui se produisait en Europe. Il est souvent dit aujourd'hui que les démocraties européennes étaient ignorantes et complaisantes, qu'elles observaient de façon passive la menace de l'Allemagne nazie. Et en ce qui concerne le Danemark, ce n'était pas le cas. Et c'est très important, c'est quelque chose qui est symboliquement très crucial, très essentiel. C'est un livre qui a été publié par un des politiques majeurs en 1933, qui était très proche du parti de gouvernement, la coalition de gouvernement, et qui a été écrit par l'un des intellectuels les plus proéminents, qui se trouvait également être un politique majeur. Et donc ça, le livre s'intitule donc, dans toute l'Europe, le bolchevisme, le nazisme, et c'était souvent une analyse des caractères du bolchevisme
of fascism, du fascisme. Where Mussolini had taken power in Italy in Mussolini avait pris le pouvoir en Italie en 1922, et du nazisme, où Hitler, la même année, avait pris le pouvoir en Allemagne. L'auteur, M. Frisch, non seulement a analysé ces trois mouvements totalitaires, le bolchevisme, le nazisme et le fascisme, et la menace contre la démocratie, et plus fondamentalement, comme François le disait, la menace non seulement contre les démocraties, mais également contre les valeurs sur lesquelles sont construites la démocratie. Donc il a analysé, il a également conçu ce qui pourrait être une stratégie de survie pour un petit pays neutre qui avoisinait l'Allemagne, où les choses donc sont passées de terribles en Scylla en quelque sorte. Son analyse est devenue cruciale pour comprendre les attitudes du gouvernement danois et de son peuple. Son premier point a été une analyse sur lequel pourquoi le parti qui était au pouvoir avait perdu au profit des nazis. Pourquoi nos camarades ont-ils perdu? Et sa réponse a été de dire parce qu'ils ont permis aux nazis d'identifier dans la cause nationale ceux qui voulaient que l'Allemagne soit reconstruite après la Première Guerre mondiale, donc c'était devenu les nazis, et ceux qui attaquaient les nazis pouvaient perdre la nationalité allemande. Et donc cet auteur a dit que nous, en tant que démocrates danois, si nous faisons la même erreur que les Allemands, nous ne serons jamais en mesure de conquérir la plateforme nationale, à savoir d'être un bon pays, sans avoir à manœuvrer vers la droite. Parce que la droite sera toujours à droite. Il nous faut nous assurer que nous conquérons la plateforme politique. Donc littéralement, d'une semaine à l'autre, dans toute manifestation, dans tout film. Donc il y avait le drapeau rouge des syndicats, et bien ça a été remplacé par le drapeau danois. Et dans à la campagne comme en ville, et c'est devenu une stratégie très réussie pour être un bon démocrate, quelqu'un qui soutenait la démocratie. Et cela a privé le parti nazi du soutien des personnes qui se sentaient affiliées à cette cause. Sa seconde recommandation, c'était une profonde reconnaissance que toute alliance des démocraties avec une idéologie totalitaire contre l'autre serait un échec. Il a dit que le bolchevisme, le fascisme et le nazisme n'étaient pas différents quant à leur nature. Il y en avait une à gauche et deux à droite, mais elles partageaient une vue commune des personnes, ce dédain des personnes et ce manque de respect pour la démocratie, même si ce qu'ils disaient était différent. En fait, elles se ressemblaient. Et si nous voulons survivre, nous devions comprendre que toute alliance avec le communisme, le front contre le fascisme ne réussirait pas. On devait rester et concentrer sur l'humanité et respecter les personnes. C'est le fondement de notre démocratie. Et si nous trahissons cela, nous avons perdu. Et le troisième point qu'il a souligné et qui est devenu ancré dans la pensée politique, c'est que le véritable ennemi ici
ce n'est pas le char allemand. Et en fait, 4 million people nous on a sommes flat land 4 millions de personnes sur successfully un pays defend ourselves plat. against 80 million On ne peut pas se défendre and contre Austrians. 81 millions But d'Allemands. really, the front, Mais the crucial front we cannot le lose, front qu'on ne is peut not at pas the border. perdre n'est pas à la It is within. frontière. Il se situe Can we avoid dans cette pensée-là. beginning to Peut-on think éviter like they de do? commencer à penser comme Can ils le we font? avoid communism, Peut-on fascism, and éviter Nazism le take communisme, le root fascisme et in le the Danish nazisme society? de s'ancrer Then we will win dans la ultimately. société This is where the danoise? front Et is. c'est This is là where the où se political trouve struggle le will front concentrate. et la We lutte must politique. prevent Nous devons extremism empêcher and radicalism les extrémismes to take et root le radicalisme de prendre because once racine. it's there, Parce qu'une fois it que doesn't c'est là, eh whether bien, the tanks would cross the border. que les chars they have traversent already la won frontière ou before pas they do so. n'a pas d'importance parce que c'est And déjà that trop created tard. a strong Et support for cela a social programs, créé inclusion in un society, fort soutien pour and les a programmes much- sociaux au sein de la a société very deliberate attempt et to address une the peril of the big tentative crisis, of course, of the de 1930s, s'opposer to au make it what we would nazisme call today des a more années inclusive 33 society, et à la création d'une fewer société people were plus hanging out inclusive in où the outskirts of society, de more personnes prone to be étaient captured en dehors by de la radical ideas. société. And these three Et ideas ces trois became, idées clés through complicated history, of course, sont devenues ingrained in the Danish survival strategy. ancrées dans la And they were stratégie also, danoise. when we arrived at Et April lorsque nous 1940, sommes arrivés Espen en avril Elkjær, 1940, accounted, comme Espen the Elkjær ideas en a that parlé, persuaded l'idée the democratic parties, qui a persuadé the governing le Parti Social Democrats démocratique and et centrist les party, sociaux-démocrates as qui well étaient as au the pouvoir, Peasants' ainsi que les Liberal partis Party and the Conservatives, centraux four democratic et parties, le that Parti convinced these des four parties, paysans libéraux. faced with the Eh bien, occupation, ce qui a convaincu to ces quatre partis accept under protest, d'accepter to sous govern les the protestations country de under gouverner German occupation. le pays sous l'occupation decision allemande. by the Et democratic parties cette décision des partis démocratiques to take upon themselves to administer prendre the sur country eux pour gérer despite the le fact that the pays German en occupied dépit du fait has qu'il been était debated occupé Denmark par since that l'Allemagne, date and a still été is a very fait controversial l'objet de The discussions jusqu'à maintenant. Et of le grand-père, le roi, le grand-père de Frédéric, qui est présent ici, not only était accepting it, but ne promoting l'a non seulement the accepté, mais a politicians promu to les retain power. And les the prime politiciens, objective les a incités of that à garder le endeavor pouvoir, et cela was avait to 5 avoid objectifs. Nazi C'était participation d'éviter la in the government participation nazie and au any gouvernement Nazi et rules toute being règle enacted in nazie qui serait mise en place Over the au following Danemark. Et au cours des through the années most difficult part suivantes, of au of the cours de war, of la course, partie la plus when, difficile de la Hitler guerre, marched lorsque west, Hitler was still allied with a Stalin, marché vers the British l'Est, were about to sink. France had given up fighting. la France avait This collaboration, arrêté de se battre. cooperation was very Cette active with Germany. coopération There was a strong desire et la amongst collaboration politicians contre to keep l'Allemagne, society contre alive l'Allemagne a and été keep très active people pour employed. garder la société As the vivante et garder les war personnes changed over the summer of employées. 41 and the US entering the war, of course, in Et cela December 41, jusqu'en gradually it changed, and conditions in 1941, Denmark lorsque became les harsher Américains and harsher, sont but never arrivés. anywhere, Mais nowhere near the nulle experience part of ailleurs, most European countries under German occupation. il y a eu So, cette normal Danish expérience laws prevailed, de as was also l'occupation allemande. Donc, and la loi a number of noble times in 42, danoise a when the prévalu, Holocaust et en was 1942, gearing up lorsque most of Europe, la Shoah the German occupation forces faisait or rage occupation dans presque authorities toute several l'Europe, times approached les forces the d'occupation governments allemandes ont and contacté suggested le gouvernement à innocent plusieurs reprises small
et ont suggéré des petites étapes innocentes qui ne feraient de mal à personne et où on mettrait la lettre J sur les cartes d'identité. Et ainsi, les Juifs seraient reconnus et porteraient l'étoile jaune. Et le gouvernement danois, en faisant, a dit que non seulement ce n'était pas légal selon le droit danois, et qu'il n'y avait aucune partie de l'administration danoise qui avait des registres des juifs danois, que cette catégorie n'existait pas dans le cadre du droit danois. Bien sûr, tout le monde savait qu'il y avait beaucoup de juifs dans le pays et une grande communauté. Et beaucoup étaient au Danemark depuis de nombreuses années. Et c'était une petite minorité était ce qu'on appelait les Juifs russes qui étaient arrivés au tournant du siècle précédent et il y avait également des Juifs allemands et Autriches apatrides qui avaient fui vers le Danemark. Donc, c'est pour ça que lorsqu'il y a eu une question de déportation en Danemark, les Juifs vivaient une vie en toute sécurité au Danemark. Mais plus tard, cette année-là, 1942, il y a une grande crise entre le gouvernement danois et M. Hitler pour renforcer les choses au Danemark et envoyer des officiers SS, Dr Bernhard Bess, le numéro 3 du gouvernement allemand, qui avait été chargé d'organiser la Shoah en Pologne et qui s'était occupé des déportations depuis la France en 1942 et qui était envoyé en tant que fonctionnaire le plus haut gradé au Danemark. Et on sait quels étaient ces ordres. Il y en avait deux en fait, puisqu'on a les archives. Régler le problème juif au Danemark et deuxièmement, maintenir une occupation pacifique. Donc, maintenir un système où les Danois garderaient le contrôle lorsque l'ensemble de l'Europe serait sous l'occupation allemande. Et donc, en fait, l'idée, c'était que ce pays pouvait être bien traité s'il faisait ce qu'on lui disait. Et en fait, cela conduisait à la Shoah, on en était sûr. Et on en a été convaincu dès le début. Et il y avait également cette personne qui était un nazi très intelligent et très rusé qui a compris que ces deux ordres de Hitler seraient très difficiles à mettre en place au Danemark puisque les politiciens étaient fermement opposés à toute mesure prise contre les Juifs. Et donc il a déclaré, et comme cela a été dit dans le film, il a dit qu'il fallait attendre l'effondrement de la coopération politique en 1943 et lorsque la loi martiale a été imposée et que la Wehrmacht a pris le contrôle et pas l'administration civile du danoise, il a recommandé à Hitler de régler le problème juif. Et c'est important de comprendre comment cet échappatoire a été possible. Même si Hitler avait donné l'ordre et il avait dit faites-le, mais d'une façon qui ne dérange pas trop les Danois, ce qui est assez remarquable de la part d'une personne telle que Hitler. Et c'est mentionné dans le film. Et en fait, ça, ce n'est pas venu en dépit de Best, mais par lui. Et donc, cet officier SS a essayé de trouver une solution qui
pourrait régler le problème et en même temps éviter que les Danois se rebellent. Je ne pense pas qu'il avait de plan défini. Personne n'avait de plan. Il n'y avait pas de gouvernement, pas de presse, pas de résistance organisée. Mais Bernard Besse a demandé à ses commandants de voir ce qu'ils pouvaient faire. En effet, il y avait eu des avertissements plus tôt, mais personne ne les avait pris au sérieux. Mais comme il voulait que la communauté juive y croie, cela est venu du plus haut rang nazi vers les organes danois qui se sont rendus vers le rabbin, mais également le réseau du système politique en répandant ces alarmes vers tout le monde. Donc personne n'avait de plan, personne ne savait quoi faire, la communauté juive n'avait pas de plan, le gouvernement danois qui n'était plus en fonction ne savait pas quoi faire, ni la société. Donc comme cela a été expliqué, c'est 7600 personnes qui étaient pour la plupart des civils bien établis dans la société, eh bien, elles ont tout simplement disparu dans la société, aidées par les voisins, les prêtres, les docteurs locaux, toutes les personnes qui étaient autour. Elles ont disparu lorsque l'action de regroupement a eu lieu le 1er octobre. Et la véritable fuite a eu lieu 2 semaines plus tard, où ces gens qui se cachaient partout ont été amenés, une famille après l'autre, vers la côte, mise dans des bateaux qui les a envoyés dans d'autres pays, avec quelques petits accidents ferroviaires. Mais il n'y a pas eu un accident d'un bateau de patrouille allemand qui aurait attrapé un bateau dans lequel se trouvaient des Juifs. Et il y a eu des fouilles systématiques après cette nuit-là, mais ils n'ont trouvé personne. Donc après cela, il y a eu ce sentiment, en fait, comme on voit dans le film, personne ne connaissait les impacts que cela aurait, mais personne... en fait, les Allemands n'étaient pas mécontents. Le problème avait été réglé, puisque miraculeusement, ils avaient disparu sans avoir besoin d'être déportés. Donc, l'explication qui a été donnée, et c'est la meilleure expression que j'ai vue, ce sont les lettres que de nombreuses organisations civiles ont écrites à Bernard Besse en 2 ou 3 jours après avoir eu connaissance de l'action contre les Juifs. Les syndicats, les associations de femmes, les associations sportives danoises, toutes sortes d'associations danoises qui se sont rencontrées avant l'action. Elles ont rédigé des courriers et ces courriers sont toujours dans les archives allemandes et on peut y lire. Cher Dr. Besse, nous avons eu connaissance que vous prévoyez une action contre certains citoyens ou membres de notre pays ou un groupe danois. Nous ne pouvons pas souligner à quel point cela serait détrimental pour nous, parce que ce serait même pire que l'occupation de notre pays. Cela serait en violation du système judiciaire du pays. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas cela, car cela sera considéré par la population danoise comme une violation plus grave que l'occupation de notre pays. Bien cordialement, président de Et cela illustre bien ce point que François Simeret mentionne, à savoir que
le mot juif ou juif n'est mentionné dans aucun de ces courriers. On parle toujours de groupe de citoyens, de groupe de personnes. And the fact here is that is what it was looked at. It was an action provoked by the recognition that this was the red line beyond which we had become part of them, de laquelle on ne we had pouvait lost. pas aller et au-delà de laquelle on aurait perdu. Par conséquent, les gens se sont rebellés et ont fait ce qu'ils avaient une certaine réticence à faire. Ils ont agi. Mais, merci beaucoup pour cet éclairage qui est à la fois en même temps très troublant parce que comme vous l'avez vu ici, c'est à la fois un mémorial, c'est un centre de recherche, c'est un musée, c'est un endroit d'études et de faits. Et c'est vrai, et j'aurais dû mentionner ça, c'est vrai qu'il y a cette anecdote qui effectivement est vraie et on peut le vérifier dans les notes que le Premier ministre a faites après avoir une audience avec le roi, qui se passe des intervalles réguliers. Et le Premier ministre rapportait Sa Majesté, Son Majesté, que les Allemands, encore une fois, ont été des démarches vis-à-vis de lui, le Premier ministre, pour que les Juifs danois devraient porter l'étoile jaune. Et selon les notes du Premier ministre après cette audience, le roi a supporté le fait que le Premier ministre a expliqué que le gouvernement a refusé ça, a dîné cette proposition ou cette exigence des Allemands et en prononçant son soutien. Le roi a ajouté, si, après tout, il impose cette loi, je crois qu'il fallait que nous tous vont porter cette étoile. C'est magnifique. Et ça se traduisait à la limite qu'il le portait, effectivement. Oui. Il a menacé de la porter, il a envisagé de la porter, c'était suffisant. Oui. Mais alors, il y a quand même une chose sur laquelle... C'est l'obsession d'élimination des Juifs de la surface de la Terre de la part des nazis, au point que c'était un objectif presque prioritaire. Alors là, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent encore mieux cela, mais presque prioritaire sur la guerre elle-même. C'est-à-dire qu'à un moment où la guerre était perdue, où ils pouvaient peut-être concentrer quelques forces pour se défendre eux-mêmes, eh bien, ces forces étaient allouées à l'extermination de ce qui restait comme juifs. Et on cite aussi des exemples de petites îles en Grèce, en Turquie, où il n'y avait plus que 1 ou 2 juifs, mais où 20 soldats allemands venaient absolument les débarquer pour les éliminer. Mais alors, comment croire, pardonnez-moi je ne mets pas en doute ce que vous dites, hein, mais je voudrais comprendre ce qui m'apparaît comme un paradoxe, que quand vous dites que finalement les nazis n'étaient pas trop fâchés qu'on règle le problème de cette façon-là. Ça paraît tellement contraire au reste de la Shoah, qui était vraiment une obsession d'élimination absolue des Juifs de la surface de la Terre. Qu'est-ce que vous en pensez, Janusz? Well, as everything in history, that's a complex question with a complex answer. But one of the short answers, and you may supplement me here, is that the German occupying forces really needed Denmark at its calmest because they were in need of the Danish supplies, for instance, from agriculture, and the collaboration policy sort of like made sure that collaboration des politiques danoises.
agriculture industry supported supplies for the Nazi war machine, which is one of the sort of like darker aspects in the history of the role of Denmark during the Second World War. So I think that what Best wanted was with his double play. En fait, il y avait un double jeu là. Il y avait d'un côté, on essayait de faire ce que Berlin voulait, mais en même temps, on essayait de sauver sa propre peau en prétendant en permettant aux Juifs danois de s'échapper. Peace or a steady situation was deemed afin que la situation soit considérée en fait la meilleure pour les nazis. Je suis d'accord. Et je crois qu'il est également très important de comprendre à quoi ressemblait la situation en 1942 et en octobre 1943. En 1942, lorsque la Shoah est passée à une vitesse industrielle dans l'ensemble de l'Europe, les Allemands pensaient toujours qu'ils allaient gagner la guerre. Et au Danemark, il y avait une tactique qui consistait à ralentir les choses. En Norvège, il y avait une très petite population juive qui a été déportée en septembre 1942 directement dans les camps. Le camp de Auschwitz, en fait. Personne ne le savait à l'époque. Et pratiquement personne n'a survécu, excepté peut-être 2 personnes. Ah non, 34 personnes ont survécu. Mais la grande majorité a péri à Auschwitz. Et le fait que cette action danoise ait été beaucoup retardée a fait la différence. Et ça, c'est pour répondre à votre question. Et il y avait ce dilemme entre les autorités civiles des SS et la Wehrmacht. La Wehrmacht pensait que c'était un mauvais tour qu'on leur jouait, c'est-à-dire que c'était eux qui devaient faire le sale boulot et n'allaient pas être productifs par rapport à Hitler. Et si Hitler se fâchait, et il n'y avait aucune garantie qu'il ne se fâche pas, même si on exécutait ses ordres. Donc, on voulait éviter qu'il vienne, et c'était encore plus difficile à la fin de 1943 qu'en 1942. Donc, si ça avait été un an plus tôt, les choses auraient été différentes. En fait, juste pour montrer que l'histoire est complexe, les questions sont complexes, et nous, en tant qu'historiens, on doit essayer d'expliquer, mais il faut comprendre le passé des gens pour cela. Et c'est un des points où l'histoire est pertinente, mais And I think that this film that you've just seen, which really is a testimony by Ben Melchior, which is really important because we live in a time when the last witnesses to the history is slowly disappearing, and we have an obligation to preserve these testimonies for the future. But I also think it's very important that we use them to engage the younger generation in a debate about les jeunes à une discussion sur les valeurs, sur le courage civil et les choix personnels dans des circonstances difficiles, parce que c'est facile de pointer du doigt ce qui a été fait il y a 80 ans, mais comment est-ce qu'on aurait réagi? Là-dessus que je voulais vous interroger. Vous êtes historien et votre mission, c'est aussi You are historians, and your mission is also to votre mission point
Et votre mission est de mettre le doigt sur cette page de l'histoire et d'éduquer et de voir comment cela peut interagir avec les défis contemporains de notre époque et nos dilemmes. Alors, comment vous pourriez décrire le système d'éducation par rapport à cette page d'histoire au Danemark? Et est-ce que vous êtes confronté à des difficultés, comme c'est le cas parfois en France, malheureusement, concernant l'éducation sur ces pages sombres de l'histoire? Vous êtes confronté à des difficultés analogues dans l'éducation et la transmission de cette mémoire au Danemark. Oplever du, at folk politiseret, eller det er vanskeligt at formidle de her begivenheder i det moderne Danmark, i den moderne situation, i den situation, vi står i Danmark? No, I don't think it's difficult to make educational programs within this. It's just been mandatory in Danish public school that it should be part of the curriculum from now on. So there is an obligation that we engage in further programs to also educate teachers to be better equipped to deal with some of these difficult issues, but also when you teach difficult issues in the classroom, you can get difficult questions. People can, or children who can make jokes about something which really isn't how to engage in that kind of debate. But let's go back to the film, because I think that together with the film, there's been made an educational material or program available for free online, developed by the Ghetto Fighters House Museum in Israel. And they really wanted to use the Danish history or the Danish example in the Holocaust to engage students in exactly current debate about values and moral choices. And it came about stemming from a wish to try and build bridges between the religious and ethnic divides within Israel. There's a long way still to go. But the idea that you can use this history to engage the students in these kind of questions on that background is really fascinating, and I think that's why we should not be too humble commemorating this story. The story is also the subject of a new exhibition that has just opened in New York at the Jewish Heritage Museum called Courage to Act Rescue in Denmark, where the idea is that they want to use this exhibition about the Danish chapter of the history of the Holocaust to open up the entire history of the Holocaust to families with children down to the age of 9. Simply because they take a starting point when you talk about very young children from the positive history of a rescue. But having said that, and that is why I don't think that we should be too humble about this history, and we really should commemorate it. And it's a very important history in an international context, exactly for this. But I also think that it's very important in this process that we dare address some of the darker sides or some of the shadows in the history, and that might seem a bit out of place in a commemorative event. But in fact, I do really think that the shadows are a very important part of actually highlighting sont très importantes pour souligner le côté lumineux de l'histoire. Et ceci afin de comprendre qu'il y a différents choix possibles. Il ne s'agit pas uniquement de choisir le bien. That some people took also in Denmark. For instance, not to provoke Nazi Germany, there was a very strict immigration policy. Et donc il y avait donc des politiques d'immigration extrêmement strictes et certains d'entre eux ne voulaient pas provoquer l'Allemagne nazie. Et nous savons ce qui s'est passé dans les centres de concentration. Il y a 6 000 ou 7 000 personnes qui se sont portées volontaires sur le front oriental et qui ont pris part aux meurtres de masse et les atrocités sur le front oriental.
Et certains d'entre eux, par pure conviction, c'est toujours difficile d'estimer ces chiffres, mais le contexte général n'est pas très différent de celui des combattants résistants qui étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui ont participé au front oriental. Il y a aussi des histoires de Danois qui ont dénoncé des Juifs au cours de la guerre. L'histoire d'une jeune fille qui finalement a été innocentée après la guerre. Mais ce sont des exemples que des Danois ont dénoncé des Juifs pendant la guerre. Et ça fait partie d'un témoignage tout cela, mais il faut avoir des matériaux pédagogiques pour comprendre d'où cela venait et pour remettre cela dans un contexte. Il ne s'agit pas uniquement de sauvetage. Je pense qu'il faut prendre ça en compte. Parce que dans la politique commémorative au Danemark, et pendant de nombreuses années, personne ne savait en 1943 que c'était un sauvetage. C'était juste une fuite désespérée de la persécution. Et je pense qu'il faut donc modifier cette perspective et voir cela d'un point de vue contemporain. Ensuite, il y a eu la fuite, évidemment, qui ensuite s'est terminée. Il y a deux choses. Cela souligne l'aide que les réfugiés ont reçue de partout au Danemark et en Suède également. But I also think that it's about putting some of the agency back to the Danish Jews who actually took active steps to rescue themselves and not just réaliste, il y a des Danois qui ont pris vraiment des étapes, des mesures actives pour sauver les Juifs. It's part of highlighting really the bright sides in the story because it's not just a given case that people should have chose the way they did. And you tried to come with some of the explanations why they actually did that on a more structural level. But also have to it was people who il y avait également des gens had to make the decision on the spot ont dû faire un choix which even sort of like make it an even more impressive ce qui rendait le choix encore plus impressionnant, selon moi. And I think that it's the important point in that is that this is not a given thing. It's something we have to continuously fight for to achieve in a society. And that's one of the, I think, the important. But unfortunately, there have been genocides both before and after the Holocaust. But what choices do we have, and what means do we have other than trying to believe quels sont les moyens que nous avons? Essayez de croire à l'éducation. Trying to learn from history, but we also Essayez have to do d'apprendre de it l'histoire. In the proper way. And I think that the educational system and museums have a very important role in this. Un rôle absolument essentiel. I'm just continuing now. The question was, can museums change the world? La question est de savoir est-ce que les musées peuvent changer le monde. I really think that they can. And I don't think that people necessarily visit a museum and then they come out changed completely. But I think what we can do, if we are bold enough and clever enough and brave enough, is to shake people up just a little bit, try to challenge their preconceived notions of how things work. And then if you can just change just a little bit, just this millimeter, change the course because you kick them hard enough, the guests. Then, peut-être donc remuer les gens un petit peu et au fur et à mesure que le temps passe, fascination or wonder or dilemmas, then in time, I think we can bring people to another place. Amener les gens à un autre endroit. Vous avez une coopération avec le mémorial de la Shoah? Vous travaillez ensemble? It is my first time. I have to say, I've been director of the Danish Jewish Museum in 3 years. I was employed in 2020. 2 months later, Corona struck. So I have a huge challenge ahead of me visiting the many Jewish museums around Europe. Je vais relever le défi. We started with the museums in Denmark. Nous avons commencé un musée au Danemark. Ça devrait être le point de départ d'un nouveau champ de coopération. Il y a aussi dans la destruction des Juifs d'Europe
sur lesquels j'aimerais avoir votre vision. There is a dimension in the destruction of the Jews in Europe on which I would like to hear your views. C'est les spoliations. In most of the countries where the Shoah happened. Dans la plupart des pays où la Shoah s'est produite, les biens des Juifs ont été pillés. Et c'est encore très difficile, par exemple en Pologne, où 95% de la communauté juive a été éliminée, massacrée. C'est encore très difficile pour les survivants ou les héritiers des survivants de réclamer en disant c'était ma maison, c'était ma terre, je veux qu'elle me revienne. C'est toujours très difficile. Et d'après ce que je sais, je voudrais savoir si c'est vrai ou pas, ceci ne s'est pas produit au Danemark. Alors que leurs biens étaient protégés. Est-ce que c'est exact? Were the goods protected? Is it correct? Est-ce que les biens ont été protégés? C'est exact? Yeah, really. Oui, en général. That is correct. And the Danish government and the Danish state took great care and measure in protecting the goods. Et l'État danois a pris vraiment des mesures majeures pour protéger les biens des Juifs. Ce qui est très différent du reste de l'Europe. Cela signifie également que ça n'a pas vraiment été investigué, enquêté. En fait, ce qui a été vraiment perdu, parce que l'histoire, c'est que tout a été sauvé, mais pour être honnête, on ne peut pas dire cela. Il y a un point noir dans notre histoire, un point sombre. Rien dans l'histoire n'est jamais très blanc ou très noir. Et c'est vrai pour l'histoire du Danemark. Ce qui a été très débattu, et plus que les biens, oui, bien sûr, les propriétés immobilières ont été restaurées, ont été rendues. Mais on peut toujours discuter donc des business qui se produisaient à l'époque. Le débat, en fait, le vrai débat, c'est le fait que nombre des pêcheurs qui ont sauvé des familles juives ont pris de l'argent pour cela. Et dans le spectre de ces gens-là, il y a des gens qui les ont sauvés pour rien du tout. Il y a des gens qui ont demandé des montants extrêmement excessifs. Ils ont été très riches après ces négociations dans certains cas. Ou d'autres ont organisé des paiements plus raisonnables. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui ont été sauvés sans payer? Il est vrai également qu'il n'y a aucun juif qui sont restés sans aide. Donc, peut-être que les pêcheurs ont dit oui, ben, si vous ne pouvez pas prendre cela, il faut prendre cela également. Mais définitivement, il y a des exemples de pêcheurs qui sont devenus extrêmement riches en 2 semaines. Yeah, it was just something you said at the beginning. Quelque chose que vous avez dit au départ. That the story might start even earlier than 1933. And you know, I'm a historian. I would like to go back to the origin. I will not take the next 20 minutes in a new lecture. Just, I think, make one important comment to this, which is important in this commemorative aspect, is that Jews came. Last year we celebrated the 400th anniversary of Jewish life in Denmark, the first 400 L'année dernière, nous avons so the Jews were invited to Denmark in 1622 by King Christian IV. And then you all ask, why were there no Jews in Denmark before 1622? There are 2 possible solutions. Either Jews did not want to go to Denmark, or too cold.
or they were not wanted. There has just been made a huge study about anti-Semitism in medieval Denmark, which shows and proves that anti-Semitic ideas came to Denmark with Christianity, and they flourished and thrived in a community which had no living Jews present in the society. So anti-Semitic sentiments and ideas do not need a Jewish population to thrive. And in fact, when Christian IV invited Jews to come to Denmark, it was a heyday of Lutheran orthodoxy, which had been achieved by after the Reformation in Denmark in 1636, with 3 measures: a very strict immigration policy, a hardcore indoctrination of the Danish populace, and sorry, I forgot the indoctrination and a persecution of people of other faith and dissidents in society. So when King Christian IV became king and at his coronation, it was celebrated that Denmark was now the only country in the entire world where the true faith reigned unchallenged. And yet Christian IV invited Jews to come to Denmark. And that was not, all did not agree with the king. For instance, the leader of the Danish church, the bishop Jesper Brockmann, he wrote a huge textbook to educate Danish theologians for the next 100 years, 1,000 pages in Latin, full of anti-Semitic sentences, saying that Jews should not be allowed to settle in a Christian realm. And everyone who ever had that idea should just read Martin Luther. But the king actually gave the Jewish population, quite for the time, strong privileges, the right to perform the religion, and then the right to circumcise and other things. But I think the important point I want to make here is that there is 2 points when you look at Danish Jewish history, or 2 sides to it. There is the side of acceptance and tolerance on the one hand, and then there is the other position of anti-Semitism and persecution on the other. And between these 2 extremes, everything ingratiates in between. And this is the framework where Jewish life is a condition of Jewish life in Denmark through all 400 years. Having said that, there is a tendency, and I know I'm going to stop. There's a tendency for the Danish government and authorities to protect the Jewish minority through all 400 years, which is, I think it sort of like deepens the background that you're saying. This is, do we need a social democratic government in order to achieve this? In the late 1600s, the head of police in Copenhagen wanted all Jews to be collected in a ghetto. The Danish authorities said no. In the middle of the 18th century, it was suggested by petition by a citizen to the king that all Jews should wear red armbands, so they were singled out from the rest of society. The king said no. There was another petition that all Jews should be sent to Greenland and all their goods should be confiscated. The authorities said no. In 1814, on the background of a fierce anti-Semitic debate, the Danish Jew received the letter of emancipation or the letter of freedom, and the exact opposite thing happened in Norway when the paragraph 2 of the new Norwegian constitution stated that Jews should not be allowed to settle or live in Norway. The exact same debate. And just the last example is a debate in the middle of the 19th century between 2 high-profile intellectuals, one being the Danish Jew Meyer Goldschmidt, and the other is Grundtvig, who is a very important figure in the creation of modern Danish national identity. And they debated if you can be Jew and Danish. And Goldschmidt asked, partly polemical, can I not be a Dane because I have brown hair and brown eyes? And Grundtvig frankly answered, no, because you belong to a different race. And we all know where that idea ended. The racial anti-Semitism. So it's not more far away than Martin Luther,
Martin Luther, qui est la seule personne nommément citée dans la Constitution danoise. And yet, we have a history of 400 years where the Jewish minority, 400 ans où la minorité juive, the presence of anti-Semitism in Denmark has appeared to be protected by the Danish authorities. But I just think that it invites us to reflect, because anti-Semitism exists today. Last week, one of the stumbling stones laid for a Jewish person in the city of Athens was removed. Dans la ville d'Essen, il y a donc une stèle juive a memorial site of the Holocaust. So I just think that this debate is something that needs to be going on, and we can use these commemorative events to put focus on these debates. Vous avez raison, la bataille contre l'antisémitisme n'est jamais gagnée. C'est assez éloigné. Vous avez mis le doigt sur le fait qu'il y a des endroits dans le monde où les gens sont antisémites et pourtant n'ont pas de juifs dans leur pays. Bonne raison d'être antisémite, parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais cela s'est produit par le passé. C'est toujours très perturbant de voir cela aujourd'hui. Je ne sais pas si on a le temps pour des questions très courtes. Madame et Monsieur. Monsieur le Président. L'interprète s'excuse, il n'y a pas de micro. Je voudrais parler dès 1945. Le Danemark avait une organisation de secours aux enfants qui s'appelle Red Barnet. Et dès l'été 1945, ils ont accueilli 900 enfants dans les familles danoises. Et la Belgique aussi avait, voilà. Les enfants parisiens ont bénéficié, plus de 22 000 enfants ont bénéficié de repas, de lait, etc. Et pendant des années, ça a été ma famille danoise. Et c'était le seul endroit, donc on était reçus dans une famille, Helge Wipling, qui était vétérinaire, et dans les années 60, fin 68, c'est lui qui a mis au point l'insémination artificielle. Et quand ma sœur est partie en 1945, elle avait 8 ans, la première chose qu'elle a dit à Wipling, c'est « c'est dangereux, je suis juive ». Et c'est lui qui lui a appris à ne pas avoir peur parce qu'on est juif. Et jusqu'à maintenant, j'ai des frères et sœurs danois. Et je ne dirai jamais assez merci au Danemark. Merci, madame. Monsieur, puis Monsieur le Président. Attendez, on va donner... Pour revenir à votre question sur pourquoi c'était pas une priorité de tuer les juifs danois comme ça l'a été dans les pays, kan man ikke også tænke sig at nazisterne havde i tankerne at de ville få danske og norske jøder tilbage fra Sverige på et eller andet tidspunkt senere, quand les juifs norvégiens, enfin certains juifs norvégiens ont fui par la montagne pour aller en Suède, est-ce qu'il n'y avait pas cette idée aussi, on les laisse fuir et on les récupérera plus tard, on pourra forcer les Suédois à extrader les juifs danois et norvégiens? Merci. Alors, rapidement, une réponse rapide, et puis Monsieur le Président Rothschild, bien sûr. Il est bien sûr clair
que le programme général pour les nazis et que tout pouvait être retardé jusqu'à ce qu'ils aient le contrôle total et que la guerre soit gagnée. Et bien sûr, à ce moment-là, ils se seraient attaqués à la Suède également. Mais je pense que vous avez raison. In the Evian conference, dans la conférence d'Evian, did you Norwegian, no, not the Norwegians, did they participate? And est-ce qu'ils ont participé? When they were asked how many Jews would you take in, demandé combien de what Juifs was their ils allaient prendre, quelle était leur réponse? Zéro était leur réponse. Comme on l'a déjà souligné, la politique d'immigration danoise était un petit peu plus flexible lorsque le problème était plus petit. Plus le problème a grossi, plus la politique est devenue restrictive. Et cela donc peu après le début de la guerre. Et cela, c'était lorsque les plus de milliers de réfugiés de l'Allemagne qui étaient encore là-bas en 1943 sont arrivés. Désolé, ce commentaire n'est pas fait dans un micro. Les enfants et les agriculteurs. Non, en fait, la réponse est la frontière était fermée. Il me reste à vous remercier et à remercier très chaleureusement Votre Altesse Royale de votre présence, Madame la Ministre et Monsieur l'Ambassadeur. Et je pense que nous avons tous compris que nous réparons d'une certaine façon une injustice historique parce que cette page était trop méconnue, en tout cas dans cette partie du monde. Et c'est le début de quelque chose. Comme je l'ai dit et je l'ai souvent pensé, nous sommes confrontés aux mêmes enjeux et nous devons travailler ensemble. Et certainement, l'éducation et la transmission de la mémoire et de la mémoire des pages les plus sombres de l'histoire s'avère plus que jamais nécessaire. Vous avez dit, Madame, comment vous avez appris à ne plus avoir peur d'être juive. Ben moi ici, depuis quelques semaines, j'ai entendu des choses que je ne croyais ne jamais entendre de ma vie. C'est les gens dire qu'ils ont peur, tout simplement parce qu'ils sont juifs. Et ça nous montre l'ampleur du défi. Et comme Janus l'a souligné, il a dit à un moment, les Danois, we are too humble, nous sommes trop humbles, trop modestes. Et c'est vrai, je l'ai souvent pensé au Danemark. Vous avez un mot, schenert, réservert, pour une forme de timidité, de réserve danoise. Et sur ce sujet, comme sur bien d'autres, je reste convaincu que la France et le monde ont besoin de l'exemple danois. Donc merci infiniment de votre présence aujourd'hui. Merci.